bienvenue dans ce séminaire présenté dans le cadre des cycles de séminaires de l'IHT. Aujourd'hui, on va parler de Nietzsche et de la critique de la philosophie nietzschéenne. Alors pourquoi s'intéresser à Nietzsche en particulier ? Eh bien, il faut savoir qu'il fait partie des philosophes les plus lus aujourd'hui. Il est régulièrement au programme des classes préparatoires, des concours et de tous les programmes possibles de philosophie. Par exemple, le Gai Savoir était au programme des classes préparatoires scientifiques en 2021, de l'ENS la même année. Nietzsche était au programme de l'agrégation de philosophie en 2019 et il l'était aussi cette année en 2024 pour l'épreuve de texte allemand à l'oral. Donc c'est quelqu'un qui intéresse les universitaires, qui est considéré comme un classique de l'histoire de la philosophie, mais qui n'est pas seulement cantonné à cette sphère et qui intéresse de nombreux penseurs et personnalités publiques de tous bords. On peut citer Barbara Stiegler ou Michel Onfray par exemple. Donc ça nous montre que la référence à Nietzsche existe à gauche comme à droite et que tous ceux qui s'intéressent de près ou de loin à la philosophie sont susceptibles d'avoir une connaissance au moins schématique de l'œuvre de Nietzsche. Si vous vous intéressez à la philosophie, vous en avez forcément entendu parler. Donc cette popularité de Nietzsche doit attirer notre attention car cette pensée qui est reprise de l'extrême gauche à l'extrême droite est toujours présentée comme une pensée de l'émancipation de l'individu vis-à-vis d'une société qui serait oppressante par ses valeurs et ses institutions. Donc les Nietzschéens de gauche comme de droite pointent du doigt toute une série de représentations qui brimeraient l'individu et qui l'empêcheraient de développer ses facultés, son plein potentiel. Évidemment, selon l'orientation politique, les représentations et les institutions qui sont dénoncées ne sont pas les mêmes. Par exemple, les Nietzschéens de droite vont plutôt mettre l'accent sur le féminisme ou l'humanisme bourgeois, tandis que les Nietzschéens de gauche vont plutôt parler de la religion ou de l'État. À première vue, on a donc affaire à une pensée qui veut libérer l'individu de ses chaînes et que l'on pourrait rapprocher du marxisme par certains aspects. C'est précisément ce que font les programmes de terminale qui associent Marx et Nietzsche pour leur critique commune, au moins en apparence, de la religion et du surnaturel, en regroupant ces deux philosophes sous l'appellation philosophe du soupçon qui a été forgée par Paul Ricoeur. Ce rapprochement très superficiel ne doit néanmoins pas masquer les différences majeures qui séparent ces deux théoriciens. En effet, tandis que Marx pense l'émancipation de l'humanité dans son ensemble et la transformation du monde au bénéfice de chacun, Nietzsche se place clairement du côté d'une petite élite de surhommes, c'est son terme, une élite qui serait vouée à développer la culture en s'appuyant sur l'exploitation des masses serviles. Il ne s'agit pas pour lui de penser l'émancipation de l'homme en général, mais d'un petit groupe d'individus qui a vocation à dominer. La popularité de Nietzsche s'explique en grande partie par la valorisation de l'individu et de la vie qu'on peut lire dans sa philosophie, mais c'est avant tout un penseur de la hiérarchie entre les types d'individus. Et pour Nietzsche, il est clair que certains ont le droit et même le devoir d'écraser les autres. C'est pourquoi, comme nous allons le voir, la pensée nietzschéenne s'accommode parfaitement de pratiques comme l'esclavage ou le colonialisme. Ce sont des choses dont Nietzsche a explicitement fait l'éloge. Donc aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre 3 points essentiels. Premièrement, que la philosophie de Nietzsche est irrationaliste et antidialectique. Deuxièmement, que par conséquent, elle est fondamentalement incompatible avec la théorie politique de l'humanisme total et elle sert une vision du monde individualiste et réactionnaire. Et troisièmement, de ce fait, ceux qui se réclament de Nietzsche sont des anti-humanistes dont les thèses doivent être réfutées et combattues. Donc pour montrer tout cela, notre réflexion va se développer en 3 axes. Premièrement, nous allons analyser l'itinéraire biographique et intellectuel de Nietzsche pour comprendre dans quelle situation historique et politique la pensée de Nietzsche a été formulée, à quels problèmes concrets et à quelles angoisses cette philosophie répond.
En deuxième partie, nous allons étudier les principaux concepts de philosophie nietzschéenne et mettre en évidence leur dimension réactionnaire. Ici, il ne faut pas entendre réactionnaire comme une simple invective politique. Il s'agit de voir en quoi ces concepts témoignent d'une vision du monde qui est régressive par rapport aux forces politiques en présence à l'époque de Nietzsche et par rapport à l'état des connaissances scientifiques et anthropologiques de l'époque. Et troisièmement, nous tenterons de comprendre pourquoi Nietzsche a été repris et continue de l'être par tout un tas de gens qui prétendent tous vouloir l'émancipation de l'individu, sans doute sincèrement. Donc aussi bien, pourquoi il a été repris aussi bien à gauche qu'à droite. Donc tout d'abord, nous allons voir, c'est notre première partie, Nietzsche, itinéraire intellectuel d'un penseur déclassé. Alors pourquoi je dis que c'est un penseur déclassé ? Eh bien, il faut savoir que Nietzsche appartient à la petite bourgeoisie prussienne traditionnelle, avec un père pasteur, et cette classe va subir un déclassement dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Nietzsche est né en 1844 dans la Saxe, et qui dépend de la Prusse, il meurt en 1901, mais il faut savoir qu'il a perdu la raison vers 1890, et qu'il a vécu dans un état végétatif la dernière décennie de sa vie et qu'il n'a pas pu produire de contenu intellectuel à cette période. Donc toujours est-il qu'il a vécu dans une période de bouleversement profond en Europe et tout particulièrement en Allemagne. Alors on va essayer de voir très brièvement quels sont ces bouleversements. Premièrement, ce qu'il faut souligner, c'est le développement rapide et brutal du capitalisme industriel en Allemagne. Dans la première moitié du XIXe siècle, l'Allemagne est une région, puisque c'est pas encore un pays unifié, qui est arriéré par rapport à la Grande-Bretagne ou à la France. Ce n'est pas un pays qui connaît la même industrialisation, et cette industrialisation, elle va surtout avoir lieu dans la deuxième moitié du siècle, et elle est grandement accélérée par l'unification du pays en 1871. Ce développement du capitalisme s'accompagne évidemment de l'émergence de nouvelles classes dans la société et bien sûr sur l'échiquier politique, une bourgeoisie industrielle qui vient concurrencer l'aristocratie traditionnelle et la petite bourgeoisie, mais aussi une classe ouvrière qui, comme partout, effraie les possédants, c'est le fameux classe laborieuse, classe dangereuse. Donc, en deuxième point, qui est concomitant, on a comme bouleversement le passage à l'ère impérialiste. En même temps que l'Allemagne s'élève au rang des grandes puissances européennes, le capitalisme européen entre dans une nouvelle phase. C'est la fin de ce que quelqu'un comme Michel Clouscar appelle le capitalisme concurrentiel libéral. Le capitalisme devient monopoliste, c'est-à-dire que les moyens de production sont concentrés dans les mains de groupes de plus en plus grands et qui obtiennent des monopoles sur des secteurs entiers de l'économie, et impérialiste, puisque ces monopoles ont besoin de nouveaux débouchés qu'ils trouvent grâce à la colonisation de l'Afrique et de l'Asie. Cela pose évidemment la question de la légitimité des Européens à aller s'approprier des terres et à servir des peuples autour du monde, et on verra que sur ce point, Nietzsche a une idée plutôt arrêtée. Et un troisième bouleversement qui n'est pas du même ordre, mais qui va jouer un rôle important dans la pensée de Nietzsche, c'est le développement de la biologie, avec la publication en novembre 1859 de l'évolution des espèces, de l'origine des espèces de Darwin, qui fonde la théorie de l'évolution. Donc cet ouvrage est très rapidement suivi de nombreuses reprises et très rapidement aussi des formations. Et Nietzsche, qui est passionné par la biologie, va être un lecteur attentif de Darwin et accorder une grande importance au corps et à tout le complexe pulsionnel de l'être humain dans sa pensée. Donc ce sont trois bouleversements majeurs qui ne sont pas les seuls, bien entendu, mais qui vont avoir une importance décisive dans la pensée de Nietzsche. Alors, pour parler un peu de l'itinéraire intellectuel de Nietzsche, les critiques distinguent plusieurs périodes dans sa pensée, avec des inflexions au cours de sa vie. Donc, nous, on va plutôt se concentrer sur ce qui reste constant, les grandes lignes de sa pensée, mais il ne faut pas passer ces évolutions sous silence. Alors tout d'abord, au niveau de la formation, il faut rappeler que Nietzsche a une formation de philologue et non de philosophe, bien qu'il se réoriente vers la philosophie par la suite. Et cette précision est importante parce que ça permet de se rendre compte de la position réelle et de la connaissance réelle de Nietzsche par rapport aux grands auteurs de la philosophie.
puisque Nietzsche prétend réinterpréter l'ensemble de l'histoire de la philosophie à l'aune de sa propre interprétation. Mais qu'est-ce qu'il en connaît réellement de l'histoire de la philosophie? Eh bien, indubitablement, il connaît bien les dialogues de Platon et les stoïciens, de par ses études classiques et sa pratique de la philologie. La philologie, c'est l'étude des textes anciens et de la langue des textes anciens. Donc Nietzsche a surtout étudié des textes latins et grecs. En revanche, et là je ne dis pas ça parce que c'est moi qui le pense, je m'appuie sur les critiques qui ont travaillé sur la question, il est douteux qu'il ait une connaissance de première main d'auteurs comme Descartes, Spinoza, Kant ou Hegel. Ça ne l'empêche pas de les citer, mais en fait souvent il les connaît par la lecture d'ouvrages qui portent sur eux, et il est douteux qu'il ait lu lui-même par exemple la critique de la raison pure. Pourquoi c'est douteux? Parce que on voit que les pensées qu'il attribue à Kant ou à Hegel par exemple sont un petit peu éloignées de la lettre des textes kantiens ou hegeliens, ce qui laisse penser qu'il fait plutôt confiance à des auteurs intermédiaires qui ont écrit sur ces penseurs. Autrement dit, la connaissance de Nietzsche de l'histoire de la philosophie est loin d'être exhaustive, et elle est souvent exagérée par les théoriciens qui lui sont les plus favorables. Donc, pour revenir sur les différentes périodes de la pensée de Nietzsche, on a ce qu'on appelle le premier Nietzsche, qui correspond à l'année de publication de La naissance de la tragédie en 1872. Donc là, le contexte qui est important, c'est la récente unification de l'Allemagne, avec l'Empire allemand qui a été proclamé dans la Galerie des Glaces de Versailles un an plus tôt. Donc Nietzsche, à l'époque, c'est un admirateur de Schopenhauer qui était vraiment pas quelqu'un de populaire du tout à son époque, au début du 19e siècle, mais qui connaît un énorme succès dans l'Allemagne réactionnaire d'après la Révolution de 1848, et de Wagner, qui lui est un contemporain de Nietzsche, et qui est lui aussi un grand lecteur de Schopenhauer. Et donc Nietzsche et Wagner sont très amis, et ils sont proches des milieux conservateurs et nationalistes allemands, avec donc de fortes tendances réactionnaires et antisémites. Tous ces gens sont très effrayés par la Commune, Nietzsche y compris, parce que la Commune c'est vu comme la révolte des classes laborieuses. Et ce qui effraie beaucoup Nietzsche, notamment, on le voit dans sa correspondance, c'est la destruction des Tuileries, donc les Tuileries qui ont été détruites pendant la Semaine sanglante par les communards qui essayaient de contrer et de contenir la progression des Versaillais dans Paris. La destruction des Tuileries, elle est interprétée comme une volonté de détruire la culture, de détruire les grandes œuvres des familles princières européennes. Et donc tout ça, c'est important pour comprendre ce qu'on lit dans La naissance de la tragédie, où on a une valorisation de la Grèce archaïque, c'est-à-dire la Grèce d'avant la démocratie athénienne, qui met en avant les affects individuels, ce que Nietzsche appelle les pulsions dionysiaques et apolliniennes. Et donc cette Grèce archaïque où naît la tragédie va être opposée à la Grèce classique et à la figure de Socrate qui, selon Nietzsche, représente le peuple, qui n'incarne pas du tout l'idéal du kalos kagatos, c'est-à-dire du citoyen fort, valeureux et respectable, qui incarne quelque chose de beaucoup plus populaire. Pour Nietzsche et Wagner, la Grèce archaïque représente un passé fantasmé qui est caractérisé par la domination d'une élite orientée vers la culture, d'où l'importance accordée à la tragédie, et dans le contexte d'unification de l'Allemagne, qui, pour tous ces gens nationalistes, ouvre un univers de possibles, et de ce que peut incarner l'Allemagne unie en Europe, il s'agit de faire de cette Allemagne sous l'égide de la Prusse le lieu d'un renouveau d'une élite européenne aristocratique, qui n'est donc pas l'élite bourgeoise portée par le capitalisme industriel, qui s'inspire de l'ancienne aristocratie. Et donc l'Allemagne pourrait être, selon Nietzsche et Wagner, lieu de cet idéal. Alors la rupture intervient dans les années 1870. Au départ, Nietzsche était enthousiaste vis-à-vis de l'unification de l'Allemagne par la Prusse, mais il devient de plus en plus opposé au chancelier Bismarck, qui est en fonction à cette époque en Prusse. Certes,
Ce qui devrait lui plaire, c'est que Bismarck a mis en place des lois antisocialistes pour réprimer le Parti social-démocrate allemand, qui était vraiment socialiste à l'époque, mais dans le même temps, il prend des mesures plutôt favorables à la classe ouvrière, comme par exemple la mise en place des premiers systèmes de retraite, ce qui lui attire d'ailleurs les faveurs de certains militants socialistes, comme Ferdinand Lassalle. Et au-delà de ces concessions faites à la classe laborieuse, l'Allemagne prend une trajectoire de grande puissance industrielle et ne va pas du tout dans le sens de l'idéal aristocratique prôné par Nietzsche. C'est pourquoi celui-ci va progressivement rompre avec ce qu'on pourrait appeler la réaction classique, tous ces gens qui sont abreuvés d'auteurs comme Louis de Bonald, Burke ou Joseph de Maistre. Il va rompre avec les milieux réactionnaires classiques, non parce qu'il rejette la réaction, mais plutôt parce qu'il va radicaliser sa critique de la modernité. Alors Nietzsche a toujours haï la Révolution française et le socialisme, ça c'est une constante dans son œuvre, il les aura toujours en horreur, mais là où les réactionnaires plus classiques vont limiter leur critique à ces aspects de la modernité, on va dire, Nietzsche, lui, revient en fait presque en deçà de la modernité, puisqu'il passe à la critique du christianisme et de ses origines judaïques. Pour lui, ce sont les mêmes affects qui sont à l'œuvre dans le christianisme, le platonisme aussi d'ailleurs avant, et le socialisme, des affects qui dévalorisent la vie en privilégiant notamment le collectif sur l'individuel et aussi la réalisation d'un idéal futur dans le cadre du christianisme dans une autre vie. Donc tout ça, ça dévalorise la vie pour Nietzsche. Cela explique notamment les différences entre Nietzsche et les autres penseurs réactionnaires, que tous les Nietzschéens de gauche vont mettre en avant quand on pointe du doigt le fait que Nietzsche n'est pas du tout un penseur progressiste, mais est profondément réactionnaire. Nietzsche n'est pas nationaliste, puisqu'il va en fait arrêter de glorifier l'Allemagne, qui selon lui prend pas du tout la bonne trajectoire, mais prôner plutôt en fait l'union des aristocrates européens contre les classes laborieuses. Il n'est pas antisémite, du moins il ne l'est pas comme les réactionnaires de son époque, puisqu'il peut véhiculer quand même dans son œuvre des gros préjugés antisémites ou une grosse essentialisation du peuple juif, mais il n'est pas antisémite au sens où il voudrait exclure de l'aristocratie les juifs. Et ça, c'est pour la même raison, c'est qu'il ne prône pas un retour aux valeurs traditionnelles du christianisme, puisque selon lui, ce sont précisément ces valeurs qui entraînent la décadence de l'Europe. Et à la place, il appelle à un renouveau des valeurs à partir de modèles qui va opposer au christianisme, comme donc l'Antiquité grecque ou la chevalerie, ça va être tout l'objet du gai savoir. En fait, le gai savoir, c'est aussi la traduction française, parce qu'en fait, en allemand, le titre, c'est Fröhliche Wissenschaft, et Wissenschaft, ça ne veut pas dire seulement le savoir, ça veut dire l'art de vivre aussi. Et donc, l'idée du gai savoir, Fröhliche Wissenschaft, c'est en fait de revenir à ce que Nietzsche appelle la Gaia Scienza, qui est, selon lui, l'idéal des chevaliers et des troubadours provençaux. Donc, en fait, l'idée, c'est de trouver des modèles alternatifs au christianisme pour inventer de nouvelles valeurs. Ça, c'est le tournant que prend Nietzsche à la fin des années 1870 et qu'on voit dans des ouvrages du début des années 1880 comme Humain trop humain ou Le gai savoir. Et enfin, on a le troisième Nietzsche, qui est aussi appelé le Nietzsche de la maturité, à partir de Ainsi parlait Zarathustra, qui est publié en 1883 et qui est un ouvrage un peu différent des autres, puisque la plupart des ouvrages de Nietzsche, c'est une succession de textes indépendants les uns des autres, donc des aphorismes, alors que Ainsi parlait Zarathustra, ce sont des poèmes, en fait, répartis en différents livres ou chants. Et donc ce Nietzsche de la maturité approfondit la critique de la religion et de ses valeurs jusqu'au judaïsme. Ça, il va notamment le faire dans la généalogie de la morale de 1887, qu'il voit comme l'origine de l'inversion des valeurs et le passage de la morale du maître à la morale d'esclave. On va voir tout ce que ça veut dire dans quelques instants. Ce Nietzsche se veut donc créateur des nouvelles valeurs et appelle de ses vœux les philosophes nouveaux pour mener à bien ce projet. Alors oui, pourquoi là encore on parle de philosophes nouveaux, c'est les traducteurs de Nietzsche qui ont choisi cette terminologie, c'est pour ne pas les confondre avec les nouveaux philosophes qui sont Bernard-Henri Lévy et André Glucksmann, qui ne sont pas des philosophes, mais c'est comme ça qu'on les appelle, dans les années 70 en tout cas. Et donc ces nouvelles valeurs prônées par Nietzsche, elles doivent placer la vie au premier plan et favoriser la domination des plus forts sur le plan pulsionnel.
On va y revenir. Et c'est sans doute ce niche de la majorité qui est le plus connu, avec des concepts qui sont restés célèbres et qui sont repris comme l'éternel retour ou la volonté de puissance. Alors maintenant qu'on a vu quel était le parcours intellectuel de Nietzsche, à grands traits bien sûr, on va explorer les thèmes de la philosophie nietzschéenne et on va voir ce qu'ils ont de réactionnaire. Alors, donc là l'idée ça va être d'avoir une vision globale de la philosophie de Nietzsche et de voir quels sont les thèmes structurants qu'il va développer dans ses différents ouvrages et qui transcendent, si je puis dire, les évolutions qu'on vient de voir. Donc le premier point c'est la défense de l'aristocratie, la valorisation de la notion d'otium et en corollaire de l'esclavage. Alors Nietzsche est un penseur de la hiérarchie entre les individus. Pour lui, il y a des gens qui sont faits pour dominer, qui sont nés pour ça, et des gens qui sont faits pour être dominés. Et à ce titre, c'est un partisan de l'esclavage. Ça, c'est un point qui est controversé. Il y en a qui disent que c'est pas vrai, tous les turiféraires de Nietzsche, mais c'est facile de trouver des textes. Il n'y a même pas besoin d'aller chercher dans les fragments posthumes ou la correspondance. Il suffit de prendre, par exemple, le paragraphe 377 du Gai Savoir, où Nietzsche parle de la nécessité d'un nouvel esclavage. Je le cite, ce sont ces mots. Alors après, certains vont alléguer ce que font tous les sectateurs de Nietzsche, c'est-à-dire dire que c'est une métaphore. Alors effectivement, peut-être que quand il dit le nouvel esclavage, il ne parle pas de rétablir l'esclavage comme à Rome ou l'esclavage pratiqué par la traite négrière, mais il parle bien d'une forme d'asservissement, et en fait je ne sais pas ce que vous entendez par l'esclavage par métaphore, mais il y a peu de chances que ce soit quelque chose de vraiment enviable. Alors, quelle est la fin de l'esclavage dans la philosophie de Nietzsche ? Eh bien, c'est en fait d'asservir les masses, de diviser le travail entre des masses qui devraient produire les biens nécessaires à la satisfaction des besoins humains pour permettre à une élite de développer la culture. Et ça peut vraiment choquer, nous, contemporains, pour qui l'esclavage est quelque chose qui est unanimement inacceptable, mais il faut bien se rappeler du contexte dans lequel vit Nietzsche, qui est le contexte de notamment la guerre de sécession dans les années 1860, un contexte où l'esclavage va perdurer dans certains pays très tardivement, comme le Brésil, qui l'abolit qu'en 1888. Et donc en fait, dans toute cette époque, vous avez des gens qui défendent l'esclavage, qui avancent des arguments en faveur du maintien de l'esclavage, et Nietzsche va lire ces gens, et va être d'accord avec eux, va les rejoindre. Donc c'est pas du tout pour le défendre, nous sommes en désaccord absolu avec cette thèse, mais ça explique pourquoi il a pu la défendre à son époque. Donc, en parallèle de l'esclavage, ou plutôt le corollaire de l'esclavage, c'est cette élite aristocratique qui peut se consacrer au développement de l'art et de la culture grâce à l'exploitation des esclaves. Et c'est là un thème réactionnaire traditionnel que l'on retrouve chez les pères fondateurs états-uniens ou chez Benjamin Constant, par exemple, l'idée que le gouvernement, les affaires publiques, doivent être réservées à ceux qui peuvent vivre sans travailler, parce qu'ils exploitent les autres, et qui disposent d'un temps libre suffisant. C'est la notion d'otium chez les anciens, l'idée que ceux qui ont l'otium, donc le loisir, qui peuvent se permettre de ne pas travailler pour vivre, peuvent assurer le gouvernement. Mais Nietzsche, lui, il ajoute à cette idée traditionnelle d'otium la dimension de développement de la culture. C'est-à-dire que pour Nietzsche, c'est pas tant la politique en soi qui l'intéresse, c'est le développement de l'art. Donc ça, c'est le premier thème très important de la philosophie nietzschéenne. Le deuxième sur lequel on peut s'arrêter, c'est le déterminisme pulsionnel, avec la notion de pulsion aristocratique et de pulsion servile. Ce qu'il y a d'original chez Nietzsche, c'est la définition de l'aristocratie. Car lorsqu'il parle des aristocrates, il se définit d'ailleurs lui-même comme le rebelle aristocratique, il ne parle pas de l'aristocratie qui est établie. Ce qui est logique puisque, encore une fois, les classes dominantes ont failli pour Nietzsche dans la mesure où elles se sont peu à peu conformées à des valeurs mortifères, comme celle du christianisme, qui a renversé l'idéal antique aristocratique, qui s'est maintenu quand même dans la chevalerie médiévale, mais qui a fini par péricliter. L'aristocratie nietzschéenne, c'est une aristocratie pulsionnelle. Elle est constituée de ceux qui ont des pulsions qui les rendent capables de valoriser la vie au plus haut point. Ce qui signifie que pour Nietzsche, il n'y a pas d'unité du genre humain. Il existe des types pulsionnels d'hommes. Dans chaque classe sociale, on peut trouver des types supérieurs d'hommes, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des gens qui sont de la classe ouvrière et qui ont des affects aristocratiques dominants,
Il n'empêche que, même si Nietzsche ne reprend pas la division sociale positive existante de son époque, in fine, pour lui, ce sont les types pulsionnels supérieurs qui doivent dominer. Il n'y a certainement pas d'égalité ni de démocratie. Pour lui, c'est une notion qu'il rejette catégoriquement, il la critique à maintes reprises. Ce déterminisme pulsionnel peut tout de même se mêler à un déterminisme ethnique, c'est-à-dire qu'il y en a qui vont dire que Nietzsche se fonde uniquement sur des pulsions dans sa typologie de l'être humain. C'est vrai qu'il se fonde principalement sur des pulsions, mais comme il vit dans une époque qui est fondamentalement raciste, même si je ne me prononce pas sur la question de savoir ce qu'il pensait profondément, mais lui-même, en fait, comme il est abreuvé de lectures racistes, forcément, ça finit par déteindre sur lui. Les frontières entre l'ethnie et le côté pulsionnel ne sont pas toujours très claires dans sa pensée. Il a tout de même une propension à considérer comme inférieur des peuples entiers, et notamment les peuples africains et asiatiques. Souvent, il s'en prend aux Chinois, les Chinois qui, à l'époque du 19e siècle, sont sous domination européenne. Pour lui, c'est un peuple qui ne veut plus vivre, qui est vraiment condamné à être servile. Dans un fragment posthume, il va jusqu'à parler de l'anéantissement des races inférieures. Donc là, il y a un débat pour savoir si il parle des types biologiques ou des types pulsionnels, puisque, comme je le suggérais un peu plus haut, pour Nietzsche, les peuples africains ou les peuples asiatiques, faut les coloniser, il faut que les Européens aient de nouvelles terres et de nouvelles ressources pour développer leur culture, et donc lui, l'impérialisme et le colonialisme, il est parfaitement d'accord avec tout ça. Donc, est-ce que quand il parle de l'anéantissement des races inférieures, il parle des types pulsionnels ou ethniques ? C'est pas très clair, mais là encore, en fait, au-delà de ce débat sémantique, quand on parle de l'anéantissement des races inférieures, c'est rarement bon signe. Alors, petite parenthèse, sur cette question de la hiérarchie et du déterminisme pulsionnel, il y a une erreur à ne pas faire qui serait de considérer Nietzsche comme un penseur du darwinisme social. Ou du spencerisme, mais malheureusement pour Darwin, le terme darwinisme social c'est imposé alors que c'est une déformation de sa pensée. Alors Nietzsche en fait a très bien lu Darwin, il le connaît bien, et il l'a mieux compris que la plupart des réactionnaires et des libéraux qui le déforment en faisant un penseur de la hiérarchie sociale. Mais de ce fait, il est pessimiste sur l'évolution naturelle de l'espèce humaine, telle qu'elle est décrite dans le schéma de l'évolution de Darwin. En effet, Nietzsche a bien compris que, selon Darwin, l'évolution sélectionne les individus les plus aptes à la survie, les plus à même de se conserver dans un milieu donné. Mais cela, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ne va pas du tout pour Nietzsche, parce que pour lui, la conservation, c'est très différent de la puissance et de la surabondance qu'il voit dans la vie. Ceux qui sont les plus à même de se conserver, de survivre, c'est justement ceux qui vont se conformer aux valeurs mortifères et qui vont donc pouvoir bien s'adapter à la société chrétienne qui dévalorise la vie. Et pour Nietzsche, il faut surtout pas faire ça. Il faut valoriser la surabondance, la puissance, la vie poussée jusqu'à son plus haut point. Donc pour Nietzsche, il faut combattre le cours naturel de l'évolution en mettant en place des systèmes d'élevage qui favorisent des types pulsionnels supérieurs. Donc ça, c'est vraiment la position de Nietzsche par rapport à darwinisme. Et si vous voulez approfondir ce sujet, je vous conseille la première et la deuxième session de Par-delà le bien et le mal. Ça nous amène au troisième point très important qu'il faut comprendre de la pensée de Nietzsche, c'est la critique de la vérité qui s'accompagne d'une épistémologie ou théorie de la connaissance, on pourrait dire perspectiviste, mais pas relativiste. Donc, la mise au premier plan de la vie et de la valorisation de ce qui nous fait nous sentir vivants, pleins d'énergie, conduit Nietzsche à critiquer la place accordée par la tradition philosophique à la notion de vérité. Pour lui, la valorisation suprême de la vérité conduit à mettre au second plan la vie et la valeur de la vie. Pourquoi ? Eh bien parce que cette valorisation de la vérité pousse à ramener l'inconnu à du connu, c'est-à-dire que comme on veut tout le temps chercher la vérité, ce qu'on ne connaît pas, ce qui nous surprend, on va le ramener à des choses déjà connues, c'est une erreur fondamentale, expression que Nietzsche utilise dans le Crépuscule des idoles, et à se réfugier dans des arrière-mondes, comme le monde intelligible des néoplatoniciens ou l'après-vie des chrétiens. Bref, à figer la réalité dans un réseau de concepts et à refuser le devenir. Puisque comme les philosophes constatent que
C'est le problème de la querelle entre Parménide et Héraclite. Comme les philosophes constatent que dans le monde concret, sensible, il n'y a pas de permanence, tout est changeant, fluctuant. Selon Nietzsche, la stratégie qu'ils vont opérer pour refuser de penser le devenir, c'est de ramener le devenir à une stabilité qui ne serait pas dans la réalité observable, mais qui serait ailleurs, comme le monde des formes intelligibles. Et c'est un moyen, en fait, d'escamoter complètement le devenir, pour Nietzsche. C'est pas que la vérité n'existe pas. Nietzsche admet qu'il peut y avoir des vérités, mais elle doit être mise au second plan, parce que, pour Nietzsche, l'erreur, le faux, est tout aussi important pour la vie, puisque parfois, on a besoin, justement, de se rassurer, notamment les plus faibles, selon Nietzsche, ont besoin de se rassurer en inventant des choses qui sont fausses pour avoir des réponses et pour ne pas être dans l'incertitude et le stress permanent. Nietzsche a donc une vision perspectiviste de la connaissance. Ça se voit par la place prépondérante qu'il accorde à l'interprétation, qu'on peut mettre en lien avec sa formation de philologue, puisque la philologie se consacre à l'interprétation des textes. Donc le perspectivisme, ça signifie que le monde est façonné par notre perception en tant qu'être vivant, et que finalement Nietzsche abandonne l'idée de l'objectivité, qu'il existerait un réel en soi, indépendamment de la pensée, de la perception qu'on peut avoir. Non, en fait, pour Nietzsche, notre perception de la réalité, elle est déterminée par ce que nous sommes, par notre type pulsionnel. Et donc, il y a une forme de perspectivisme individuel. Mais, attention, ça n'amène pas Nietzsche à être relativiste. Car si tout est interprétation, cela ne signifie absolument pas que toutes les interprétations se valent. Il faut évidemment favoriser les interprétations qui placent la valeur de la vie au plus haut point. D'où la valorisation de l'art qui connaît son caractère interprétatif, c'est-à-dire que lorsque l'artiste produit une œuvre d'art, il est conscient du caractère faux de ce qu'il est en train de faire, qu'il embellit ce qu'il voit. Ça, Nietzsche le développe notamment dans les paragraphes 57 et 107 du Gai Savoir. Donc l'artiste, c'est une figure positive parce qu'il laisse libre cours à l'invention et qu'il connaît son rôle d'interprète, contrairement à la religion, la philosophie et la science, qui sont des interprétations au même titre que l'art. Il n'y a aucune différence pour Nietzsche entre l'art et la philosophie sur le plan de ce qu'ils font. Ils font tous des interprétations. Mais la philosophie, la religion, la science méconnaissent leur caractère interprétatif et du coup vont figer la réalité dans un réseau de concepts, puisqu'elles oublient que ce qu'elles font, ce sont des interprétations, et elles pensent qu'elles perçoivent le réel en soi définitif, et c'est ça que Nietzsche leur reproche. Et ça nous permet de parler de la figure du surhomme, puisque le surhomme, c'est celui qui valorise la vie au plus haut point, qui parvient à contrôler ses pulsions. C'est-à-dire, le surhomme, c'est pas non plus celui qui laisse libre cours à toutes ses pulsions, puisqu'il y a des pulsions qui nous poussent à dévaloriser la vie. Celles-là, il faut les combattre. Le surhomme, c'est celui qui fait le tri entre ces pulsions, qui repousse celles qui dévaloriseraient la vie, et qui laisse libre cours à celles qui valorisent la vie, et donc les pulsions aristocratiques, les pulsions qui veulent dominer à la fois les autres et soi-même, les pulsions serviles. Napoléon, c'est un exemple récurrent du surhomme, de celui qui voilà, vraiment domine les autres, et un modèle de domination. Tout cela débouche sur une compréhension irrationaliste de l'histoire. C'est-à-dire que l'histoire, pour Nietzsche, n'est pas quelque chose qui est connaissable, rationnel, c'est une sorte de chaos imprévisible. Évidemment, quand on est perspectiviste et subjectiviste, comme Nietzsche, on ne va pas considérer que l'histoire est un processus connaissable et rationnel, puisque le réel lui-même ne l'est pas, puisque, en fait, comme on vient de le voir, il n'y a pas de réel en soi, seulement des interprétations. Nietzsche, c'est un penseur du devenir, et à ce titre, on pourrait le rapprocher de Hegel, mais là où chez Hegel et Marx, c'est en prenant en compte la dimension du devenir que on peut parvenir à une connaissance adéquate de la réalité, chez Nietzsche, le devenir, le fait qu'il n'y a rien de permanent, empêche la connaissance vraie, puisque il n'y a rien qui est fixe, il n'y a rien qui est stable. Et ce qui est frappant, c'est que Nietzsche en reste à une conception de la vérité qui est déjà dépassée à son époque. Il voit la vérité comme le font les thomistes, les kantiens, comme
un ensemble fixe de principes dogmatiques qui seraient établis par une théorie. C'est pourquoi il la critique. C'est en tant que la vérité serait un ensemble fixe qui, comme il dit, fige la réalité dans un réseau de concepts, mais il n'est pas capable de voir que la vérité est un processus qui s'accomplit non dans la conscience d'un individu, c'est-à-dire que c'est pas l'individu singulier qui accède à la vérité complète. Ça, Hegel le montre bien dans la préface et l'introduction de la phénoménologie de l'esprit, mais la vérité, ce serait plutôt un processus qui s'accomplit dans l'histoire et qui intègre en soi l'erreur comme son négatif. C'est-à-dire que, encore une fois, pour Hegel, l'erreur, le fait qu'on puisse tromper, n'est pas un obstacle à la recherche de la vérité, mais en fait partie. Nietzsche ne comprend pas tout cela. Et il voit donc l'histoire comme une longue dégénérescence, une espèce de triomphe des valeurs mortifères. Alors, il y a bien chez lui l'idée d'un renversement possible des valeurs qui aboutirait à la formation d'une société aristocratique sur le plan pulsionnel qu'il appelle de ses voeux, mais les modalités de ce renversement des valeurs restent très floues. Et c'est là que Nietzsche n'est pas un penseur de la stratégie politique. Il en appelle en fait à des hommes forts, à des philosophes nouveaux, mais souvent on dit que Nietzsche n'est pas un penseur de la politique, ce qui n'est pas vrai dans le sens où Nietzsche a une vision de ce que devrait être le monde social. Il se s'en désintéresse pas. Et en ce sens, c'est, comme l'a montré Domenico Lusurdo, un penseur politique. Mais ce qui est vrai, c'est que Nietzsche n'est pas du tout un penseur de la stratégie politique concrète, comme pouvait l'être Marx, Engels ou Lénine, et que, finalement, même si on adhère au nietzschéisme, on ne sait pas vraiment comment on pourrait rendre concret ce que Nietzsche propose. Et enfin, le dernier point que je veux aborder dans les thèmes centraux de la philosophie nietzschéenne, c'est l'éternel retour. Parce que c'est une thématique qui est fréquemment invoquée et mal comprise. C'est une thématique qui apparaît à la fin du livre 4 du Gai Savoir. C'est assez mystérieux. En fait, Nietzsche la présente de la façon suivante. Si vous appreniez que votre vie, tout ce que vous avez fait dans votre vie, devait se répéter 1 million de fois, comment vous réagiriez ? En fait, Nietzsche ne pense pas que réellement notre vie va se répéter 1 million de fois, mais il dit qu'il faut prendre ça pour principe pour mesurer en fait notre valorisation de la vie. C'est-à-dire, si on s'effraie à l'idée que notre vie pourrait se répéter 1 million de fois, c'est qu'on n'a pas valorisé notre vie au plus haut point. Et si au contraire, on est heureux à cette pensée, c'est qu'on a bien valorisé notre vie. Et peu à peu, l'éternel retour va devenir non la philosophie de l'histoire de Nietzsche, puisqu'il ne s'agit pas vraiment de dire que l'histoire serait un éternel recommencement, on ne peut rien connaître sur l'histoire, donc on ne peut pas le dire, mais c'est plutôt un anti-impératif catégorique. Ce n'est plus ce que proposait Kant, agir de façon à ce que la maxime de notre action puisse être érigée en loi universelle de la nature, mais on remplace cet impératif catégorique en tant que principe éthique par un agis de façon à ce que tu puisses vouloir que ton action se répète 1 million de fois. Donc on voit que ça devient une sorte de principe éthique, mais qui, contrairement à l'impératif catégorique, perd tout rapport avec l'universel et est purement individualiste, c'est-à-dire que si ça me plaît d'aller taper mon voisin parce que je l'aime pas et que j'ai envie que ça se répète 1 million de fois, pour Nietzsche c'est très bien, j'ai bien valorisé ma vie, j'ai bien dominé mon voisin. Voilà. Donc ça c'est pour l'éternel retour. Donc maintenant qu'on a passé en revue ces thèmes centraux de la philosophie de Nietzsche, on peut poser la question, qui sera le fil conducteur de notre troisième partie, nietzschéisme ou humanisme total. Et on va voir donc pourquoi certains prétendent que la pensée de Nietzsche est émancipatrice malgré ces thématiques réactionnaires qu'on a vues, et pourquoi il faut proposer l'humanisme total à la place du nietzschéisme. Donc il ressort de notre brève étude du nietzschéisme que cette philosophie est fondamentalement incompatible avec toute perspective d'émancipation humaine. Là où, par exemple, la philosophie hegélienne est humaniste et rationaliste, dans la mesure où elle pose un destin commun de l'humanité dans un processus rationnel de totalisation qu'est l'histoire, l'histoire viserait donc à accomplir l'émancipation du genre humain, à faire progresser la liberté humaine, pas un progrès linéaire mais un progrès dialectique. Eh bien, le nietzschéisme, lui, est profondément anti-humaniste. Il ne pense pas du tout ce destin commun de l'humanité
et il pense même pas le destin commun d'une nation ou d'une société, puisque Nietzsche est anti-nationaliste, qu'il n'arrête pas de dévaloriser l'Allemagne, de jouer la France contre l'Allemagne. Bon, ça peut nous plaire, mais ça veut dire qu'il ne pense même pas le destin de sa propre nation. Parce que, en fait, pour Nietzsche, il y a au sein de l'humanité des types d'hommes qui sont différents, hiérarchisés, et donc il n'y a pas d'unité du genre humain, il y a une typologie des hommes. Et les types d'hommes ne peuvent exister entre eux que dans des rapports de domination. Donc il n'y a pas de destin commun, il y a le destin d'un petit groupe qui devrait dominer entièrement la majorité des gens. Donc Nietzsche est marqué par cet individualisme et cette pensée de la hiérarchie, et si lui-même n'était pas un apologète du capitalisme industriel, qu'il voyait comme un élément de la décadence européenne, à cause du triomphe de cette bourgeoisie industrielle protestante, décadente, sur l'aristocratie traditionnelle, encore une fois, on voit comment sa philosophie, qui oppose sans cesse l'individuel au commun, peut, moyennant quelques modifications ou déformations, être mise au service de l'individualisme absolument dégénéré de la société capitaliste. Ça apparaît clairement chez un certain nombre de penseurs de droite qui reprennent des concepts nietzschéens comme le surhomme ou la volonté de puissance pour faire du nietzschéisme une variante du développement personnel, en disant que voilà, nous sommes opprimés aujourd'hui par des choses comme le féminisme, le wokisme ou toutes ces choses-là, et que il faudrait redevenir des surhommes, des hommes virils, ce qui au passage n'est même pas ce que Nietzsche fait du surhomme, mais que voilà, il faudrait développer ce côté surhumain, cette valorisation de la puissance qu'il y aurait chez Nietzsche. Ces gens-là, en fait, se servent de ces concepts pour vous vendre du développement personnel, pour dire voilà, c'est comme ça que vous allez devenir un meilleur individu dans cette société. Alors, quand j'affirme que Nietzsche est individualiste, c'est vrai, dans le sens où Nietzsche oppose systématiquement l'individu au collectif qui l'opprime avec les valeurs mortifères du christianisme, etc. Il faut quand même préciser que l'individualisme nietzschéen n'est pas identique à l'individualisme libéral, car Nietzsche ne croit pas au sujet souverain. Pour Nietzsche, l'individu n'est pas une unité harmonieuse, il est traversé par des pulsions diverses et opposées entre elles, c'est-à-dire que les pulsions aristocratiques de domination et les pulsions populaires de non-domination, de servilité, sont présentes en chacun d'individus, mais c'est pas les mêmes qui dominent. Dans la plupart des individus, c'est les pulsions de non-domination et de servilité qui dominent. Dans une petite élite, c'est les pulsions de domination. Mais donc ces pulsions sont opposées entre elles, il n'y a pas d'unité du sujet, il n'y a pas un sujet libre qui va faire la synthèse et qui va décider rationnellement. Le jeu, pour Nietzsche, c'est une illusion de la grammaire, il y a un organisme, mais dans cet organisme, il y a du multiple. Donc c'est pas la même chose que l'individualisme libéral qui pose un individu atome, singulier, rationnel, mais en un sens c'est pire, puisque au moins chez les libéraux, l'individu abstrait est pensé comme rationnel, capable de prendre des décisions libres, tandis que chez Nietzsche, il n'y a que l'empire des pulsions, il n'y a rien d'autre. On est totalement dominé par nos pulsions. Et puis on peut avoir un certain contrôle, mais on reste largement déterminé par notre complexe pulsionnel. Quand Nietzsche utilise la formule célèbre « deviens ce que tu es », ça veut dire laisse libre cours à tes pulsions dominatrices et congédie les autres. On comprend que cette philosophie individualiste soit très séduisante dans une société capitaliste qui valorise l'individu abstrait tout en écrasant les individus concrets. La pensée nietzschéenne cherche à affranchir la vie de certains organismes, de certains hommes, de toute contrainte sociale. Mais elle considère aussi la nécessité de la contrainte et de la hiérarchie, ce qui est logique. Puisque si vous cherchez à éliminer absolument la contrainte chez certains, pour qu'ils puissent dominer la société, vous devez nécessairement contraindre le reste des individus pour les soumettre au bon vouloir des dominants, afin de conserver une société fonctionnelle. On ne peut pas avoir une société où personne ne travaille et tout le monde développe l'art, la culture, etc., etc. Si on veut qu'une petite élite s'y consacre entièrement, en fait, il faut que les autres travaillent pour elle. C'est pour ça que, pour Nietzsche, l'esclavage, c'est nécessaire. C'est ainsi que la pensée de Nietzsche peut être reprise aussi bien à gauche qu'à droite, parce que à chaque fois, on va pouvoir dénoncer une certaine pression du collectif
sur l'individu, ça va juste pas être la même. Les Nietzschéens de gauche vont mettre en avant la valorisation de la vie et des affects qui seraient brimés par la société capitaliste, et généralement ils vont chercher à opposer Nietzsche à Hegel et Marx. C'est très clair chez Deleuze ou Foucault, dénonçant l'autoritarisme du marxisme ou la volonté totalisante de l'hégélianisme. Tout ça, c'est d'ailleurs vraiment très cocasse, parce que, bon, quand on voit ce que Nietzsche disait de la démocratie, s'il y a quelqu'un qui était autoritaire, c'était bien lui, hein. Tandis que donc les Nietzschéens de droite vont plutôt mettre l'accent sur la critique de la morale bien pensante, hein, ce que Nietzsche va appeler la moraline, ou la valorisation de soi en tant qu'individu fort, la valorisation du corps, thrill, etc., de la guerre. Mais dans tous les cas, on a une difficulté, voire une impossibilité pour le nietzschéisme d'envisager les relations entre les individus autrement que dans un cadre de domination. Et ça, c'est paradoxal, parce que lui qui s'intéresse aux sciences de la vie en néglige toute une dimension, qui est la pensée de l'entraide, de la coopération entre les individus, qui fait précisément la force des faibles. Ce qui fait que Nietzsche reste au même stade que Calliclès, hein, dans le dialogue de Platon-Gorgias, qui considérait la justice comme l'arme des faibles pour l'emporter sur les forts. En un sens, Nietzsche est d'accord avec ça, hein. La justice n'est pas une manière de rééquilibrer les rapports de force au profit de chacun, mais le moyen pour les plus faibles de renverser le rapport de force. Avec la question qui se pose, hein, et que Socrate posait à Calliclès dans le Gorgias, qui est que si les faibles sont capables de renverser le rapport de force, est-ce que c'est encore les faibles ? Et c'est quand même le grand problème de ces philosophies de Calliclès ou de Nietzsche. En tout cas, pour Nietzsche, il est impossible de penser une forme de vie collective meilleure pour l'ensemble de l'humanité, puisque toute forme de vie politique passe fondamentalement par la domination, et on peut même pas relativiser la domination, en fait, parce que c'est peut-être utopique d'envisager un monde où il n'y aurait aucune relation de domination d'aucune manière, mais pour Nietzsche, il n'y a même pas de relativisation, c'est-à-dire la société, elle doit nécessairement être fondée sur la domination totale de la majorité par une petite élite, sinon, en fait, elle valorise des choses mortifères, hein, comme c'est le cas selon lui à son époque, et elle va péricliter. On peut noter qu'au contraire, le matérialisme dialectique et historique dont on s'inspire, nous, à l'IHT, qui fait la science des rapports, l'étude des rapports entre les individus, des rapports sociaux de l'homme, est en mesure de penser une amélioration de l'ensemble des rapports sociaux, de l'ensemble des vies humaines, et ne se cantonne pas à la plus pure domination élitiste. Donc, un choix s'impose, nietzschéisme ou humanisme total. Ce choix met en jeu la vision d'ensemble de la philosophie et de ses fins. Et on pourrait le dire de façon provocante, est-ce que la philosophie c'est pour faire du développement personnel et se valoriser en tant qu'individu, ou est-ce que la philosophie peut nous aider à comprendre le monde pour le transformer ? Est-ce que notre rapport à autrui est nécessairement d'une façon ou d'une autre un rapport de domination ? Est-ce que mon choix se limite à imposer ma vision du monde ou à subir la sienne, hein, ce qui est le cas dans le perspectivisme, puisque dans le perspectivisme, puisqu'il n'y a pas de vérité objective, en fait, c'est la loi du plus fort qui va imposer sa vérité ? Ou est-ce qu'on peut penser le commun, la communauté, la vie en commun ? C'est ça la question qui doit déterminer notre choix d'une doctrine de l'émancipation, et on voit que selon nous, le nietzschéisme n'est pas du tout en mesure d'être une doctrine pertinente pour penser l'émancipation humaine, et que il faut lui préférer l'humanisme total et le matérialisme dialectique. Alors il y a tout de même un point que je voulais soulever et qui peut expliquer certains égarements du nietzschéisme et ce rejet total de la vie collective et de la démocratie notamment, c'est la confusion entre l'égalité et l'identité. Il faut savoir qu'en allemand, il y a un mot qui désigne ces deux concepts, hein, Gleichheit, et que cette confusion, elle est faite très couramment par les réactionnaires qui voient l'égalité comme l'uniformité et la perte justement de l'individualité. Et Nietzsche assimile la volonté d'égalité à une violence du collectif sur l'individu qui brime notamment les individus les plus extraordinaires, qui les pousse à être nivelés par le bas en quelque sorte. Mais on peut renverser cette perspective. Peut-être que c'est là où règne l'égalité relative, bien sûr, il n'y a jamais d'égalité absolue des droits et des conditions de vie concrètes, que le développement individuel de chacun peut avoir lieu,
et que l'on peut s'épanouir dans ces différences, puisque c'est à partir du moment où vous êtes libre sur le plan politique et que vous avez de la liberté concrète dans votre existence, que vous passez pas votre vie à faire un travail aliénant, que vous pouvez en fait développer vos facultés et vous développer en tant qu'individu. Et à l'inverse, on pourrait dire que ce sont les sociétés hiérarchisées, les sociétés de classe qui écrasent l'individu sous le poids des classes sociales et qui génèrent de l'uniformité. Donc en fait, peut-être que cette confusion de l'identité et de l'égalité, ou de l'uniformité et de l'égalité, elle fait complètement fausse route, et peut-être qu'on peut la transformer, et que justement il faut viser non une plus grande inégalité pour faire précisément ce que le nietzschéisme voudrait faire, c'est valoriser la vie de chacun au plus haut point, et peut-être que justement pour cela on a besoin d'une société où les individus seraient plus égaux. Et encore une fois, c'est tout ce que cherche à faire l'humanisme total. Néanmoins, est-ce que tout est à jeter chez Nietzsche ? Bien sûr que non, et que tout ce que je viens d'expliquer, ça ne vise absolument pas à dire qu'il faudrait censurer Nietzsche ou même se passer de le lire. Déjà, je pense que même s'il n'y avait rien à prendre, il faudrait quand même le lire pour le comprendre et être en mesure de répondre à ceux qui s'en réclament, mais il y a des choses qu'on peut reprendre chez Nietzsche. La critique de ce que Nietzsche appelle la moraline, c'est-à-dire la morale bourgeoise abstraite, c'est cet humanisme à géométrie variable, c'est quelque chose qui nous parle en tant que critique de l'idéologie dominante, et que l'on ne trouve pas que chez lui d'ailleurs. Mais bon, ça reste assez général, et finalement, on n'a pas vraiment besoin de Nietzsche pour critiquer cette morale à géométrie variable dont se targue la bourgeoisie, qu'elle ne respecte en fait jamais. Mais peut-être, ce qui est le plus intéressant et le plus propre à Nietzsche, qu'on pourrait reprendre, c'est sa façon d'envisager la contradiction. Comme Hegel avant lui, Nietzsche entreprend le dépassement des oppositions binaires comme l'erreur et la vérité, le bien et le mal, etc. C'est particulièrement patent et important dans son ouvrage Par-delà bien et mal. Nietzsche voit qu'il y a une contradiction interne à ces oppositions. Par exemple, dans la première section de Par-delà bien et mal, il montre que la vérité naît de l'erreur et réciproquement, qui est un raisonnement presque dialectique, en fait celui dont je parlais un peu plus haut, que Hegel va partager. Et il n'est pas le premier à avoir pensé la contradiction, et il le sait, mais il reproche au platonisme, au christianisme, au kantisme ou à l'hégélianisme de vouloir éviter ou dépasser par tous les moyens la contradiction. Cette critique philosophique rejoint la critique politique qu'il adresse au mouvement socialiste, qui en fait voudrait supprimer les contradictions dans la société, selon lui, et amener l'être humain vers une sorte d'état final. Alors, bien sûr, cette critique, il faut la relativiser, puisque tous les socialistes ne prétendent pas qu'ils vont amener l'être humain vers un état d'harmonie où il y aurait plus de contradictions, mais on peut pas non plus nier que c'est une tendance qui traverse le socialisme, et notamment tout le socialisme utopique, mais même le mouvement marxiste-communiste n'est pas exempt de cette tendance un petit peu idéaliste quand même, qui est de dire qu'on pourrait supprimer toutes les contradictions dans la société. Et nous, en tant qu'humanistes total, il faut qu'on soit lucide sur le fait que, même si on arrive à créer une société plus égalitaire, meilleure pour les individus, on va jamais supprimer totalement des contradictions. Là où on ne va pas être d'accord avec Nietzsche, c'est que, pour Nietzsche, les contradictions vont toujours exister de façon exacerbée. On le voit dans la société que Nietzsche appelle de ses voeux, il y a une énorme contradiction, puisque il pousse à son paroxysme ce qui existe déjà dans le capitalisme, où ceux qui ne travaillent pas vivent de l'exploitation des autres. Il y a une énorme contradiction. Mais en fait, pour Nietzsche, la contradiction, elle va toujours exister de façon exacerbée. Ça, l'humanisme total s'y oppose, parce que pour lui, on peut relativiser la contradiction, mais on ne peut pas nier qu'il faut éviter de tomber dans cette tendance à prétendre qu'on va totalement supprimer la contradiction. Et donc peut-être que la critique de Nietzsche, même si on ne l'accepte pas totalement et qu'on n'adhère pas à sa vision du monde, cette critique, elle pourrait quand même nous aider à voir ce que peuvent être les limites, un peu les points aveugles ou les tendances à éviter de notre propre pensée, sans pour autant que ça nous amène à adhérer aux conclusions de Nietzsche. Et donc, nous allons conclure cette étude de la philosophie nietzschéenne. Cette philosophie, si elle se présente comme
Si elle est présentée plutôt d'ailleurs comme une perspective d'émancipation individuelle, elle a le défaut majeur d'en rester à l'opposition de l'individuel et du collectif plutôt que de la dialectiser. De ce fait, elle est incapable d'envisager les rapports interpersonnels autrement que sous l'angle de la domination, et donc de penser l'émancipation de l'humanité, ou même d'une nation ou d'une société, comme on l'a dit. Elle ne peut penser en fait que l'émancipation d'une certaine partie des individus, mais qui a pour corollaire l'exploitation de tous les autres. Il semble donc que les concepts nietzschéens, même s'ils ne sont pas dénués d'intérêt, ne permettent pas de penser un humanisme total, et qu'ils s'inscrivent en faux par rapport à cet humanisme. Néanmoins, l'étude de la philosophie nietzschéenne reste enrichissante, ne serait-ce que pour la connaître, pour connaître cette pensée radicalement individualiste et anti-humaniste, et être capable de lui opposer une alternative, mais aussi pour examiner les critiques qu'elle nous adresse et voir comment on peut y répondre, dépasser ces critiques tout en en tenant compte. C'est donc ma conclusion, et je vous remercie d'avoir suivi ce séminaire de l'Institut Humanisme Total, et à bientôt.